Voilà, bonjour à tous, bienvenue, merci pour votre présence, merci d'avoir slalomé entre les tracteurs pour vous rendre jusqu'ici. Alors, vous le savez, les trois mousquetaires étaient quatre et de la même manière, nous sommes quatre co-organisateurs de ce colloque. D'abord, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles de l'UC Louvain-Saint-Louis, Bruxelles. Ensuite, Habitat et Participation, FEBECOP et SAWB. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, nous devons évidemment adresser nos remerciements à ceux qui nous ont subsidiés, qui ont permis financièrement la tenue de ce colloque, au premier chef la région bruxelloise et également FEBECOP. Et à titre personnel, merci à Habitat et Participation qui nous a permis d'obtenir ce subside de la région bruxelloise. Et merci à Margot Hardy, qui est la gestionnaire scientifique de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles, qui a mis en œuvre ce beau colloque sur le plan logistique. Dernière chose, un ouvrage est disponible à l'entrée qui ne reprend pas exactement ce que vous allez entendre, mais qui, à minima, va couvrir les exposés d'Isabelle Verhagen, de Caroline Kerr et de moi-même. Voilà, bonne écoute, à vous de jouer. Donc, bonjour à tous. En tant que présidente de ce colloque, je vais exercer la difficile tâche de gardienne du temps. Et donc, les interventions sont nombreuses, donc il faudra être vigilant. Donc, la première intervention, c'est Madame Isabelle Verhagen et Monsieur Roger Nzabaïmana à propos de la situation sur le terrain. Et ils font partie de l'association Rappel. Je leur cède la parole, ils ont 30 minutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui pour vous présenter le fruit d'un travail collectif qui nous a retenus pendant 3 années. Nicolas Bernard et moi pour l'aspect de l'ouvrage et de l'étude qui était en cours, et Roger Nzabaïmana, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au début de la recherche, et ça a été une très chouette rencontre parce que nous étions tous les deux sur des questions de recherche différentes, en tout cas des approches différentes, et nous avons au début de cette recherche décidé de faire des visites d'habitats groupés coopératifs ensemble, ce qui nous a permis en fait de questionner d'un point de vue différent un questionnement commun, et ce questionnement commun sur lequel nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui, c'est le modèle de la coopérative d'habitants est un modèle a priori séducteur, attirant, porteur de sens, de valeurs sociétales. Différents pays le promeuvent et connaissent un grand développement de coopératives d'habitants. Et en Belgique, en fait, on en parle très peu, et ce n'est pas du tout un modèle qui est préconisé par les notaires et les conseillers en immobilier, généralement pour les projets d'habitat groupé. Et donc, de part et d'autre, on a souhaité interroger ce hiatus entre les valeurs et l'idéal et peut-être la représentation imaginaire qu'on a de la coopérative et de la coopérative d'habitants, et avec l'écart avec la réalité, et comprendre les raisons pour lesquelles ce modèle n'était pas davantage développé en Belgique. Alors, on a surtout travaillé sur l'axe wallon pour Roger, Nicolas et moi, Wallonie et Bruxelles, mais en allant voir également les grandes coopératives, en tout cas celles dont on avait connaissance en Flandre. Les deux questions, donc nos deux questions de recherche, d'une part, c'était donc quels sont les grands principes juridiques qui régissent les coopératives d'habitants, comparés au modèle de la copropriété ou de la location, comprendre les freins actuels que rencontre ce modèle. Et la question que posait Roger, qui va vous exposer après, c'est d'une part, quelle serait la pertinence du modèle des coopératives d'habitants en région wallonne, et quelles seraient les conditions pour que ce modèle puisse réellement émerger. Alors, en premier lieu, donc moi j'ai ciblé 5 questions, il y en a beaucoup plus évidemment, il fallait se concentrer pour un exposé d'1 quart d'heure. Donc les 5 très marquants qui sont ressortis de cette recherche et de nos observations et de nos rencontres sur le terrain, c'est d'une part qu'il y a un très faible nombre d'expériences de coopératives d'habitants. En deuxième lieu, que ces initiatives ne sont pas, ou sont très peu, mais on peut dire ne sont pas connectées ni fédérées, contrairement à d'autres pays. Le fait même que définir la coopérative d'habitants a été notre premier objectif et souci, en parlant avec toute une série d'interlocuteurs.
de se rendre compte qu'il y avait des modèles différents avec deux orientations qu'on a qualifiées d'acquisitives avec des guillemets, parce que vous le comprendrez surtout à l'exposé de Nicolas Bernard, ce n'est pas de l'acquisition personnelle, c'est une autre forme d'acquisition, ou locatif, et qu'on arrivait sur une formule qui n'est pas encore modélisée, mais qui est une formule qui est à la croisée de différents modèles. Et puis des difficultés institutionnelles d'ordre multiple. Alors je vais juste les évoquer dans mon 5e point, dans la mesure où plusieurs intervenants, et notamment de coopératives d'habitants, auront l'occasion de vous parler vraiment concrètement des difficultés qu'ils ont rencontrées pour monter, pour financer leurs projets. Donc, la première observation, c'est donc un très faible nombre de coopératives d'habitants en région wallonne. Et j'aurais envie de poser une question à la salle, c'est est-ce qu'il y a des représentants de coopératives d'habitants dans la salle? Donc là, je les inviterai voilà. Et peut-être dire de quel projet vous venez. La briquerie. Laquelle? La future briquerie. La future briquerie. Vous parliez de la Wallonie, de l'île de la Belgique. Allez-y. Alors, on est plusieurs ici de la Société coopérative de logement social de l'habitation, Alliance bruxelloise coopérative. Ah oui. Il y a un projet coopératif à OE. Oui, mais je voulais savoir s'il y avait des personnes de ce projet. Et alors, donc, il y a Biabog qui est présent, qui parle tout à l'heure. Et madame? La coopérative de logement social. Voilà, donc, vous faites partie des projets que nous avons été rencontrés, Roger et moi, et dont je vais vous dire quelques mots ici. Alors, à ce jour, nous avons identifié 5 coopératives d'habitants et qui répondent aux critères de la coopérative d'habitants à des degrés divers en région wallonne. Il y en a peut-être d'autres dans la mesure où c'est un exercice d'affût, au fond, que de savoir où sont des coopératives d'habitants. Quand on a commencé la recherche à Madame. Voilà, je connais bien la coopérative de Bouche-à-Oreille à Finistère, mais là d'autres noms. Oui, c'est la Verte-Voie. C'est la Verte-Voie. Voilà. Donc, le premier exercice a été d'identifier des coopératives d'habitants et certains projets dont on nous disait qu'ils étaient des coopératives d'habitants n'en étaient pas, étaient des copropriétés. Et cette question-là, elle apparaît souvent, donc on se rend compte que définir la coopérative et savoir si on est dans une coopérative d'habitants ou si un groupe l'est n'est en fait pas si simple que ça. La première question, c'est évidemment d'être une société coopérative. Alors, la première coopérative que nous avons rencontrée avec Roger, c'est la Verte-Voie, à laquelle Madame fait référence, qui est en fait le vétéran des coopératives et Habitat et Participation, plusieurs fois invité la Verte-Voie à venir parler du projet. Elle est créée en 1973, elle existe toujours aujourd'hui. C'est une maison communautaire et les coopérateurs qui étaient les fondateurs du projet, c'est un couple, les autres couples sont partis, les autres personnes sont parties, donc c'est une coopérative avec des fondateurs qui sont actionnaires majoritaires et autour d'eux des habitants coopérateurs ou des habitants qui ne sont pas coopérateurs. Et un projet associatif très relié à la province, à la région de Verviers et au pays d'Aubel dans ce cas-là. Le deuxième projet, je ne sais pas s'il y a des représentants ici, c'est l'abbaye Saint-Denis de Broqueroy. Voilà, de l'abbaye Saint-Denis de Broqueroy, qui elle aussi fait partie, on va dire, de la première salve, mais c'est une salve qui se résume à très peu de projets de coopératives d'habitants. Et là, c'est une initiative assez ambitieuse. C'était le rachat d'une grande abbaye qui était à l'abandon, près de Mons, par un groupe de joyeux lurons qui s'est donné ce pari fou de se réunir pour avoir les moyens de pouvoir racheter le bâtiment, qui était à ce moment-là quasi en ruine, et de pouvoir en faire des logements. Elle existe toujours aujourd'hui, donc il y a peu d'expérience, mais on voit qu'elles ont une certaine capacité de vivre longtemps et de s'enraciner. Particularité de ce projet, c'est qu'il y a un rapport quasi acquisitif à l'habitat, c'est-à-dire que ce sont des lots de parts que les personnes achètent, souscrivent, et ces parts sont affectées par les statuts à des parties du bâtiment. Le troisième projet que nous avons mis, même si, à strictement parler, ce n'est pas vraiment une coopérative d'habitants, c'est la coopérative Terre du Haillon dans le sud de la province de Luxembourg, qui a été constituée en 1997 et qui est là un projet qui était davantage d'acheter des terres en commun, un domaine agricole en commun, pour permettre
une exploitation agrobiologique qui serait comme un bien commun parce que propriété collective des citoyens. À Terre-du-Haillon, il y a des habitats, il y a des habitants. Les habitants ont une part de coopérateurs, donc on pourrait dire que c'est une coopérative d'habitants, mais dans l'ouvrage, nous l'analysons plus en détail. Il n'y a pas une pensée qui est particulière qui est faite dans ce projet pour que les habitants aient une voix, une expression en tant qu'habitants, et le rapport des habitants à leur logement est relativement incertain. Un autre projet qu'on a déjà évoqué, c'est la Sève, en province de Namur, à Ohaye plus exactement, qui est un projet de 2004, qui est aussi l'achat en collectif par un certain nombre de ménages d'une ferme en carré. Et là également se mêle un rapport quasi acquisitif au logement. Donc chaque coopérateur a un logement et il est identifié par une lettre et les parts sont rattachées à ce logement, lié à un projet culturel d'une ASBL qui est soutenu aussi par des parts projets. Donc la coopérative sert aussi à financer le projet culturel qui est donc mis au profit du quartier. La dernière coopérative dont nous avons entendu parler est vraiment en cours de recherche, donc elle est relativement discrète. Elle est dans une région qui est un peu plus discrète aussi, dans la région de Rochefort. C'est Biabog à Porcheresse. Là également, nous sommes en milieu rural. C'est un grand corps de ferme, une grande ferme au carré. Et c'est 9 personnes, peut-être 7 maintenant, mais on va nous l'expliquer après, qui ont acheté ce bâtiment et qui ont là à la fois un projet qui est un projet, on va dire, d'ordre acquisitif, et en même temps, c'est une nouvelle, de nouvelle génération de coopératives d'habitants qui met encore plus l'accent sur la dimension collective et communautaire du lieu. Il n'y a pas d'appropriation de lieu, d'espace, il n'y a pas de logement affecté à chaque personne. Être coopérateur à Biabog, c'est le droit à un espace intime et le fait d'habiter sur place, mais sans relation particulière à un logement. C'est une coopérative fermée, dans la mesure où il n'y a pas de coopérateurs qui ne sont pas habitants du lieu. En existe-t-il d'autres? Nous n'en avons pas connaissance, en tout cas sur la région wallonne. Alors, en région bruxelloise, sont nés 2 projets, un qui est vraiment en cours de gestation maintenant, qui est la coopérative bruxelloise d'habitat, et qui, à ma connaissance, n'a pour l'instant, est en création, donc a des statuts. Peut-être on va nous expliquer après, mais je ne pense pas qu'il y ait des réalisations concrètes, donc on ne peut pas encore dire que que des coopératives d'habitants, au sens où nous l'entendons, vont voir le jour dans le cadre de cette coopérative, mais c'est bien le projet de celle-ci. Et puis le projet Village de Passage, dont Chadi va vous parler plus tard dans la matinée. Non, pas spécialement. C'est une représentante de Village de Passage qui va en parler. Isabelle Verbist, c'est ça, qui va vous en parler. Là, c'est une vraie coopérative d'habitants également, qui est née d'un projet qui était au départ un projet autonome de personnes qui avaient le rêve d'un habitat groupé incluant une maison de naissance et de mourance. Et au fur et à mesure de leur recherche difficile d'un lieu, que ce soit à la campagne ou à Bruxelles, ils se sont au fur et à mesure greffés à des initiatives plus institutionnelles associatives à Bruxelles, le CLTB, et puis je pense Common Fairground également qui est intervenu. Et pour finalement construire un lieu, ce sont des appartements dans la commune de Forêt, avec des habitants qui ont à la fois des apports en capital et qui sont en même temps locataires du lieu. Vous verrez, c'est une autre des particularités que nous avons découvertes pendant cette recherche. En Flandre, nous ne savons pas s'il existe des initiatives autonomes comme on les a identifiées en région wallonne. Donc en région wallonne, on voit bien que c'est des petits groupes et des initiatives, on va dire, vraiment avec une recherche d'autonomie et qui ne recherchent pas à être connectées ni institutionnalisées. Donc, en existe-t-il en Flandre? Sans doute, mais on ne les connaît pas. En tout cas, personne ne nous en a mentionné. Et par contre, il y a une coopérative qui s'est développée, dont nous aurons aussi un porte-parole tout à l'heure, qui est OneCoop, qui a donc maintenant 7 ans. Et c'est la seule coopérative qui existe actuellement, qui est un réel projet professionnel avec une équipe de salariés pour développer un modèle d'habitat coopératif partout en Flandre. Donc ils ont, je pense, une vingtaine ou entre 20 et 30 réalisations de logements anciens, de logements nouveaux, et avec une collaboration avec les pouvoirs publics qui naissent. Le modèle de OneCoop n'existe pour l'instant pas du côté wallon ou bruxellois. Il y a à Bruxelles 10 bars qui sont membres de OneCoop, qui sont dans la recherche sur un lieu et un
Oui, donc Tatiba, ça c'est un autre constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y a des projets qui ont à un moment évoqué, donc des projets d'habitat groupé qui ont à un moment évoqué la possibilité d'être en coopérative d'habitants, puis qui ont renoncé. Je pense que c'était le cas de l'échappée à Bruxelles. Donc le modèle le plus fréquent, c'est la copropriété. Et Tatiba, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres du projet qui voulaient se fédérer à Woonkoop, donc c'est une initiative bruxelloise qui comptait travailler avec Woonkoop et qui, à ma connaissance, le projet n'a pas abouti avec Woonkoop, et donc peut-être que vous recherchez. Je sais qu'ils sont à la recherche d'un terrain Voilà. et d'un lieu. Mais ça n'existe pas, ce n'est pas une coopérative d'habitants, c'est un groupe qui aurait bien voulu, et ça montre aussi les difficultés qu'il y a à pouvoir construire précisément le modèle d'une coopérative d'habitants dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui ressort de nos observations ? Et c'est très intéressant, on voulait vraiment insister sur ce point avant que vous entendiez les autres exposés de la journée, c'est que les projets de coopératives d'habitants que nous avons rencontrés sont autonomes, je vous l'ai dit, et sont pour l'instant relativement isolés. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de structure fêtière, enfin, qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, ce sont des projets qui se conçoivent de manière... chaque projet repart, on va dire, ou part de zéro. Alors, il y a certains notaires qui connaissent mieux la matière, mais ces notaires ne vont pas nécessairement préconiser la coopérative d'habitants, vont plutôt préconiser des habitats groupés en copropriété et peut-être des formules de community land trust. Et donc, c'est chaque fois un travail, peut-être que Tatiba illustre ça, où un groupe de gens a un idéal. C'est le cas de Cetra, je pense, Stira, qui va intervenir tout à l'heure. Envie d'être en coopérative et non pas en copropriété, commence à démarcher, trouver un terrain, avoir un projet urbanistique, à penser la structure, et puis se retrouve face à toute une série de questions et de problèmes qui, pour l'instant, ne sont pas assez résolus, même si on voit qu'il y a des projets qui y ont été. Une des coopératives qu'on a rencontrées, à un moment, s'est dit, mais finalement, ça aurait été plus simple qu'on fasse une copropriété, mais maintenant, c'est trop tard pour faire marche arrière, donc ils sont restés en coopérative, et ils en sont peut-être aussi très contents, parce que c'était un autre projet que celui d'une copropriété. Quand on remarque ça, on va le voir que par rapport à d'autres pays, les pays où les coopératives d'habitants se développent sont des pays où il y a des structures intermédiaires porteuses d'accompagnement, de conseil et de lobbying pour les coopératives. Le troisième constat, c'est donc un manque de clarté quant à la définition même de la coopérative d'habitants. Il n'y a pas de définition de la coopérative. Il y a de coopérative d'habitants. Il y a bien une définition de la société coopérative qui se retrouve dans le droit des sociétés, donc c'est le code des sociétés et des associations, mais la coopérative d'habitants proprement dite n'est pas définie. On s'est donc très vite rendu compte avec Nicolas Bernard qu'on avait vraiment intérêt à cibler ce qui était notre envie d'étude. Notre envie d'étude, c'est un mode d'organiser un habitat collectif sous forme de coopérative. Parce qu'il peut y avoir une société coopérative immobilière, mais qui est en coopérative à des immeubles et puis qui en fait une location ou des rendements classiques. Ce n'était vraiment pas ça qui nous intéressait, c'était vraiment ce modèle humain d'habiter sous forme de coopérative. C'est pour ça qu'on vous propose une typologie et qui nous a permis finalement d'intégrer chaque projet. Maintenant, on peut dire, est-ce que c'est plus ou moins une coopérative d'habitants ou pas? Quand je dis plus ou moins, on se rend compte que ce n'est pas tout ou rien, c'est souvent un curseur, il y a des critères qui permettent de dire que les habitants sont les usagers principaux, il y en a d'autres qui nous amènent à dire non, on est plutôt dans un modèle de location où les habitants ne sont pas coopérateurs. Trois grands modèles donc, les coopératives d'habitants dont nous allons parler aujourd'hui, les coopératives d'investissement, et là on tient à souligner que dans les coopératives d'investissement, il y a des coopératives d'investissement qui sont là pour créer de l'habitat socialisé. C'est le cas de Common Fairground qui a été constitué il y a maintenant, je pense, 3 ans, les Tournières à Liège et d'autres projets qui voient le jour. Donc on voit qu'il y a une émulation à créer des outils associatifs qui vont servir de levier de financement pour des habitats qui seraient soit des habitats coopératifs, soit des habitats socialisés. Il me reste 2 minutes 5 minutes, mais tout va bien. Et donc ces coopératives, elles peuvent être un soutien des coopératives d'habitants, mais ce ne sont techniquement pas des coopératives d'habitants dans la mesure où la coopérative d'habitants, c'est une coopérative qui est aux mains d'habitants. Donc c'est un projet, on va dire, pour reprendre la formule à la MOB, qui est un projet top-down avec des habitants qui se réunissent, qui sont les propriétaires
en propriété collective de leur société et qui construisent ensemble un projet de coopérative. Ce qui n'empêcherait pas qu'il y ait des complémentarités, comme on l'a vu dans certains projets, et comme on le préconiserait plutôt, qui permettent que des investisseurs extérieurs, des soutiens, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, puissent venir en appui de cette coopérative d'habitants pour faciliter que le projet se développe, vu qu'une des essences de ces projets, c'est d'être dans un schéma non spéculatif et souvent allié à une dimension sociale ou culturelle. Mais ce qui démarque vraiment, qui fait la distinction, c'est le rôle central des habitants dans la gestion, donc ça serait plutôt l'ECA, enfin toutes les instances de gestion, et dans le contrôle, donc le rôle en assemblée générale. Et par ailleurs, il faut savoir ou se rappeler que les sociétés de logements sociaux en Belgique sont, en tout cas à Bruxelles, sous forme de sociétés coopératives, et étaient au départ, dans les années 20, les cités-jardins qui se sont développées en région bruxelloise, on peut dire que c'était des coopératives d'habitants. Les travailleurs, très fort liés au monde du travail et aux syndicats, ont constitué une série de coopératives. Ils étaient à l'initiative de la création de leur propre logement. Cet esprit coopératif, il s'est perdu pour la plupart des sociétés de logements sociaux. Donc à Bruxelles, les CISP ont la possibilité de choisir soit la forme de la société anonyme, soit celle de la société coopérative. La plupart sont historiquement des sociétés coopératives. On les nommerait des sociétés coopératives de deuxième degré parce que les coopérateurs sont plutôt alors des acteurs institutionnels, les communes, des instances paracommunales ou des associations ou des personnes physiques qui vont ensemble avoir comme objectif de créer du logement social en l'occurrence, pour le public à faible revenu qui a droit au logement social. Mais ce ne sont donc pas des coopératives d'habitants, sauf que à Bruxelles, nous avons 4 coopératives de locataires. Isabelle Coilin participe à l'animation et à la réflexion autour de ces coopératives. Donc c'est la FESOCOLAB qui les fédère. Et dans le cas de ces 4 coopératives, les habitants doivent nécessairement souscrire une part de coopérateurs et sont beaucoup plus impliqués dans les instances de gestion que dans les autres CISP. Néanmoins, on considère que ce ne sont pas réellement des coopératives d'habitants non plus, dans la mesure où les CISP et le secteur du logement social est à ce point réglementé et professionnalisé que le rôle des habitants reste un rôle relativement, on va dire, mineur et de participation plutôt que de création de leur propre logement et de leur projet coopératif. Ce qui définit la coopérative d'habitants, je vous l'ai dit, elle est créée par et pour les usagers. Ils exercent la maîtrise et la gestion du lieu. Ils participent, et c'est plus qu'ils participent, ils sont les acteurs de la décision, des décisions de la coopérative et donc du modèle qui sont suivis. Et ils ne sont pas individuellement propriétaires, mais jouissent d'un droit d'occupation de longue durée. On va voir que parfois cette condition n'est pas claire et qu'il y a une certaine confusion. Par ailleurs, certains projets coopératifs ne sont pas des coopératives d'habitants, mais ont créé une coopérative. C'est le cas de la ferme de Lizé, qui est aussi en province de Namur. Ils ont créé une coopérative pour la production d'énergie. Donc, ils ont fait une copropriété, une ASBL, une fondation, et vient dans tout ce schéma, ce montage, une coopérative, mais avec un but économique là, de production d'énergie et de plus exactement de géothermie. Et par ailleurs, on se retrouve avec des projets qui ne sont pas du tout des coopératives d'habitants, même s'ils ont l'esprit d'une coopérative. Donc, je vous inviterai pendant toute cette journée de vraiment garder en tête ces capacités d'aller dans une direction ou une autre. Et tout est bien, ce n'est pas une question de jugement, mais ce sont des projets fondamentalement différents. Et ici, notre souhait, c'est vraiment de travailler sur le modèle de la coopérative d'habitants proprement dit. Donc, 2 grandes orientations, je vous l'ai dit, c'est acquisitif entre guillemets. Nicolas va vous expliquer pourquoi on met les guillemets, ou locatif, mais avec cette particularité que s'il y a coopérative, il y a donc des apports. Ça a été un de nos grands étonnements au début de la recherche, parce que j'avais personnellement du mal à comprendre qu'on puisse apporter, et parfois apporter la moitié, la totalité, un tiers, enfin, selon les formules. Il y a de l'apport en capital, et puis en fait, on se retrouve locataire. Et c'est donc une des particularités actuelles, et la plupart du temps, ce n'est pas du contrat de bail de résidence principale qui suit la législation sur le bail de résidence principale. Donc on se retrouve, c'est la situation de terrain, avec des contrats qui sont des contrats parfois un peu particuliers, et surtout qui présentent moins de garanties que le bail de résidence principale. Ça a été un de nos questionnements,
et une des limites qu'on voit dans le système actuel, cette absence de protection comme un bail de résidence principale, au motif qu'on est dans une coopérative et que le vivre ensemble étant déterminant. Si ça ne marche plus bien humainement, on devrait pouvoir le quitter, ce qui n'est évidemment pas le cas dans le bail de résidence principale. Et alors, pour terminer, il me reste... tu veux dire quelque chose ? Je pense qu'on n'a plus de... Oui, il reste le dernier. Oui, il reste une petite minute, mais... Donc je vais faire très très court. Donc moi j'ai basé ma présentation sur un mémoire que j'ai réalisé dans le cadre d'une formation en économie sociale. Et dans cette formation, on s'intéresse en fait sur les raisons d'être des organisations d'économie sociale et notamment sur les raisons d'être des formes coopératives dans des conditions de marché. Et moi j'avais aussi un intérêt et une préoccupation professionnelle pour les questions d'accès au logement. Je me suis interrogé sur justement ce modèle de l'habitat coopératif en région wallonne. Et donc, il y a 4 atouts qu'on observe dans la littérature sur les coopératives d'habitants, et j'ai voulu confronter ces 4 atouts par rapport aux coopératives dont Isabelle a parlé et qu'on a été rencontrés, dont on a lu les statuts également. Et donc, les 4 atouts, c'est principalement un premier avantage qui est un potentiel de réduction des coûts, à la fois parce que en fait, les personnes qui sont investisseurs dans la coopérative sont aussi les utilisateurs, et donc il n'y a pas de recherche de profit. Donc ça, c'est une première source de réduction des coûts. Et une deuxième source de réduction des coûts, c'est notamment la possibilité de réaliser, ou le potentiel de réalisation d'économies d'échelle en matière d'acquisition de terrain, de construction, etc. Sur le terrain, on se rend compte effectivement que ces coopératives ont acquis des biens immobiliers, souvent des fermes ou des bâtisses avec un certain cachet, qu'ils les ont réhabilités, et je pense que c'est l'effort collectif ou la dimension collective qui a permis cela. On se rend compte aussi que l'effort collectif permet, notamment via des parts projets, de financer des infrastructures collectives. Donc c'est un avantage qui se retrouve sur le terrain. Un deuxième avantage, c'est celui de l'accès au crédit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on lit dans la littérature, c'est que la coopérative permet notamment à des ménages à faible revenu de potentiellement mutualiser leurs ressources et donc d'augmenter leur actif, en fait, pour la valeur de leur actif collectif pour pouvoir solliciter un emprunt. Et donc, un autre avantage, c'est la possibilité aussi de rassurer en quelque sorte les prêteurs par la dimension groupe, en fait. Et donc ça, sur le terrain, c'est quelque chose qu'on n'observe pas, parce que c'est... on demande en fait au projet la solidarité des membres habitants lorsqu'ils contractent un emprunt. Toutes les coopératives ont eu recours à un emprunt et toutes ont dû avoir cette solidarité des membres habitants, ce qui peut être aussi une difficulté. Mais alors, il y a une situation où j'ai trouvé assez intéressante, c'est qu'une coopérative qui s'est fondée notamment avec des familles monoparentales a exprimé le fait que pour certaines familles, notamment les plus précaires, le fait de le faire en collectif a permis justement à ces personnes-là d'acquérir, enfin en tout cas d'avoir une forme de propriété collective, ce qu'elles n'auraient pas pu avoir individuellement. Donc c'est un avantage qui se réalise partiellement. Un troisième avantage, c'était l'internalisation des externalités. Donc ça, typiquement, pour faire très court, c'est toutes les caractéristiques d'un logement qui impactent sa valeur, et ça peut être le voisinage, les commodités ou les infrastructures alentours, et qui apparaissent notamment dans les logements collectifs de type locatif pour la gestion des communs. Et donc là, c'est quelque chose qu'on observe aussi sur le terrain, c'est que les coopératives organisent par exemple des chantiers collectifs une fois par mois. Tous les habitants se retrouvent pour l'entretien des espaces communs et des alentours. Et un quatrième avantage, et donc ça c'est un potentiel aussi, c'est la production de biens quasi collectifs. Donc là, c'est de considérer, dans la littérature, c'est de considérer le logement comme ayant une dimension éthique. C'est-à-dire que la collectivité dans son ensemble a un intérêt à ce que potentiellement tout le monde puisse réaliser son droit au logement. Et donc la forme coopérative permet de mobiliser différentes ressources pour pouvoir réaliser justement ce bien collectif, la production de ce bien collectif. Et donc ces différentes ressources, ça peut être du bénévolat, ça peut être des financements, les apports des associés ou des subsides. Et potentiellement, le fait d'avoir ces apports, ça réduit aussi ou ça permet d'introduire des mécanismes antispéculatifs.
Alors sur le terrain, c'est quelque chose qu'on n'observe pas du tout. Et en fait, les coopératives se retrouvent coincées puisque dans certains cas, il y a une concentration progressive au fur et à mesure des projets du capital aux mains de quelques personnes. Et on rentre plus dans un modèle locatif dont ils appellent à parler. Et dans les modèles acquisitifs, on se retrouve confronté au fait qu'il y a un avantage pour les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont été à l'initiative et qui, au terme des remboursements d'emprunts, voient la charge du logement baisser. Mais en fait, lors de la transmission, on voit qu'on se réfère à des mécanismes du marché, c'est-à-dire qu'on sollicite une expertise externe, par exemple, pour évaluer la valeur des lots privatifs, et la personne qui rachète ne peut pas avoir de financement pour le rachat des parts par les banques. Donc ça, c'est une difficulté et c'est un potentiel qu'on n'observe pas, ce potentiel antispéculatif. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir planté un premier décor. Donc, on se rend bien compte qu'il est difficile d'appréhender le paysage des coopératives d'habitants et d'identifier leurs divers modes de fonctionnement. Je voudrais juste rectifier un petit élément, c'est-à-dire que les sociétés de logements sociaux qui sont des coopératives de locataires se considèrent à 100% comme des coopératives d'habitants. Hein. Donc voilà, et même si la législation du logement social s'applique à ces sociétés, je pense qu'elles ont vraiment à cœur de maintenir et de développer leur esprit coopératif.